Salut tout le monde! Alors, la vidéo du jour pour parler d'un sujet, je pense, qui touche beaucoup de personnes. J'ai coupé mes Insta, ça y est, je me suis lancée, j'ai fait le pas. J'ai fait ça il y a 2 jours et je les avais depuis 2008 et du coup ça m'amène à parler de ce sujet-là parce que du sujet du masochisme et de l'addiction à la souffrance en fait, parce que ça c'est prouvé par les neurosciences, il y a eu des études de fait et tout ça. Les neurosciences montrent qu'en fait le cerveau libère des substances à chaque émotion. Donc on a la dopamine pour le bonheur, l'adrénaline pour le stress, l'oxytocine, la sérotonine pour le sommeil. Enfin, il y a plusieurs substances comme ça liées à chacune de nos émotions. Bon, en fait, de toute façon, on n'a pas 50 000 émotions. En gros, c'est le stress, la peur. Donc ça sera l'adrénaline, le bonheur, je l'ai dit, c'est la dopamine. Après l'oxytocine, je ne sais plus c'est quoi, pourquoi c'est. Je crois que c'est pour ne pas sentir justement la douleur. Je crois que c'est ou la morphine. Enfin, il faut regarder. J'ai pas bien fait le truc là. J'ai pas regardé avant pour pouvoir bien vous dire. Mais je mettrai sinon dans le truc de description. Sinon vous regardez les substances liées aux émotions, vous allez les avoir. Il doit y en avoir 5 ou 6 ou 7 peut-être, enfin bref. Et donc, tout au long de notre vie, nous avons des émotions. Et à chaque fois que nous vivons des émotions, nous avons des substances qui sont libérées par notre cerveau. Notre cerveau, c'est une vraie chimie en fait. Hein. C'est pas juste, il est là et il sert à rien, quoi. Donc, il fait plein de trucs en fonction de comment nous, on est en fait. Donc c'est vice versa. C'est le cerveau réagit en fonction de nous et nous aussi nous réagissons en fonction du cerveau. Parce que du coup, le cerveau, une fois qu'il a été habitué à libérer une substance, on va dire, par exemple, liée à la douleur. Donc moi par exemple quand j'étais tout le temps en souffrance psychologique, ce qui m'arrivait tout le temps, c'était régulier tous les jours, les envies de suicide et puis la douleur du coup de poignard dans le cœur régulier, l'envie de mourir, la souffrance quoi, je souffrais à cause de la bipolarité, à cause, maintenant j'ai découvert que j'étais autiste Asperger, mais j'étais autiste Asperger, je suis en train de découvrir qu'on l'est tous, hein, excusez-moi, mais ce truc d'être autiste Asperger, j'ai un peu de mal à concevoir que nous fassions seulement partie des 30% soi-disant de ces neuroatypiques. En fait, c'est juste que les autres, ils ont des comportements un peu plus normaux, puis ils en souffrent moins, donc du coup, ils n'ont pas de raison d'aller diagnostiquer. Mais voilà, mais après, je pense que c'est vraiment un spectre humain, et d'ailleurs, c'est là où vraiment le futur va se faire, c'est quand nous allons révéler ça comme étant une normalité, en fait, d'être soi-disant autiste Asperger. En fait, si c'est une normalité, on l'appellera même plus autisme Asperger, parce qu'Asperger, c'est vraiment, d'ailleurs, ça a été retiré du DSM-4 et au passage du DSM-5, et c'est pas une pathologie, c'est vraiment une différence cognitive. Donc, on a une façon de penser qui n'est pas la même, et du coup, par cette façon de penser qui est différente, et bien du coup on n'est pas adapté à cette société pour la plupart d'entre nous, on a des gros problèmes d'adaptation, ça nous fait souffrir cette société, il faut le dire quand même, et cette société elle fait souffrir, il faudrait vraiment pas avoir de cœur pour pas souffrir en vivant dans une société comme ça qui exclut les pauvres, les enfants nés de familles là-bas en Afrique, je ne sais pas où, même en France, qui n'ont pas de papier. Il y a tellement d'injustice et de pauvreté, et alors qu'il y a des inégalités, des gens très riches qui ont des maisons qui ne s'en servent pas, même des bâtiments qui sont abandonnés par des personnes qui construisent, qui n'ont pas de permis et tout ça. Donc il y a vraiment, non, c'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment, il y a une surproduction au niveau de l'alimentaire, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui font la manche en Inde pour avoir des bananes, en Afrique, partout, mais même à Lille, des enfants de Roumains qui dorment dans la rue l'hiver, au mois de Noël, quand nous, on est riches, quoi. Comparé à ces gens qui sont dans la rue, il ne faut pas me dire oui, ils choisissent leur destin. Non, s'ils viennent de Roumanie, qu'ils ont échappé à des ghettos là-bas où les femmes se font violer et je ne sais pas quoi, parce qu'avec tout, maintenant, avec tout ce qui se passe de tous les côtés, les gens fuient des mauvaises conditions. S'ils étaient si bien, ils ne fuiraient pas en fait.
Donc ils cherchent un mieux en fait. Donc il ne faut pas croire que les femmes qui sont avec leurs enfants, qui leur font faire la manche dans la rue, déjà les enfants, ils n'ont rien choisi. Et les mères, elles prennent peut-être l'enfant pour un objet, mais elles n'ont peut-être pas trop d'autres choix en fait. Hein. Si elles n'ont pas de papier, si elles ne sont pas nées de parents qui leur ont donné la possibilité d'aller à l'école et tout ça. Enfin bref, donc cette société fait souffrir. Pour nous qui sommes hypersensibles, les neuroatypiques, la plupart du temps, on a un grand cœur et une grande morale en fait. On a des valeurs et même si on n'est peut-être pas encore des saints et on a de la jalousie, des fois si on ne travaille pas, tout ça, c'est normal, c'est des sentiments humains qui viennent parce que la société nous fait les avoir en fait. Compétition, être le premier, être le meilleur, société égoïque à de compétition, donc forcément après on développe un ego qui en plus la plupart du temps on est dans une société très humiliante de par l'éducation qui nous humilie beaucoup, donc ça amplifie le côté être le meilleur et comme on a été beaucoup écrasé, du coup on est hyper orgueilleux et on peut être jaloux et tout ça, mais derrière cela, je pense qu'on a tous un grand cœur et qu'on voudrait tous une société meilleure. Après tous, à 90% ou 70%, il n'y a pas que 30% de gens qui soi-disant les neuroatypiques, il n'y a pas que nous. Et d'ailleurs dans les neuroatypiques, il y en a qui se sont tellement conditionnés dans l'écrasement qu'ils n'ont peut-être plus du tout de cœur et qui sont devenus des robots sans cœur et qui n'ont pas de compassion. Ça doit exister. Moi, j'ai regardé quand même plus de 300 témoignages. Tous les gens que j'ai vus là, c'est tous des hypersensibles. Hein. Il n'y en a pas un qui disait il n'y a rien qui me fait souffrir. Je n'ai pas vu ça. Donc voilà. Donc du coup, notre cerveau, forcément, si on passe toute notre vie à souffrir de par la société, de tout ce qui se passe autour de nous, de par notre éducation, parce qu'on n'a pas les choses essentielles à la structure émotionnelle au niveau de la construction quand on est enfant. Lorsque par exemple on veut un bisou de notre mère ou de notre père et que lui à ce moment-là il est au téléphone avec son client et que la mère elle est en train de, je ne sais pas moi, de sortir un plat du four par exemple, ou qu'elle part à son travail si c'est pas une maman au foyer, qu'elle part à son travail et qu'elle est en retard, elle aura peut-être à peine le temps de faire le bisou, peut-être que le petit à ce moment-là il en veut 20 des bisous ou 30 ou je sais pas moi, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou il veut un câlin et les parents ne sont pas disponibles. Donc on a beaucoup de frustration, les parents n'ont pas pu toujours répondre à nos besoins affectifs, ça c'est clair et net, malgré qu'ils aient fait comme ils pouvaient, le maximum qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Donc là on part sur des éducations à peu près normales, on ne va pas parler sur les parents pédophiles qui frappent, qui sont violents, qui sont alcooliques et tout ça. On va parler après si c'est votre cas, de toute façon ça change pas vraiment, enfin si ça change quand même un petit peu quand même, quand vous venez d'une éducation encore plus traumatisante, bon forcément là il y a encore plus de carences, encore plus de sévices directs en étant jeune, donc forcément après c'est direct en âge adulte, c'est très probable que vous ayez des comportements auto-mutilateurs, destructeurs, beaucoup d'alcool, autodestructeurs à haute dose. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, du coup, on est construit sur cette dose de stress du père qui est violent, la mère qui est violente, ou ça peut être les amis à l'école qui sont méchants avec nous, comme les enfants sont très cruels. Selon notre éducation et selon notre affect et comment on évolue et si on a un terrain facteur à être sensible et tout ça, du coup, on va toujours avoir des doses de tristesse, lier les substances liées à la tristesse, à la souffrance, au stress, à la peur, à la paranoïa, tout ça. On va avoir cette dose de substances-là que notre cerveau va libérer pendant un certain temps, en répétition et un certain temps relativement long, parce que en fait, en gros, c'est quasiment toute notre éducation jusqu'à ce que, finalement, jusqu'à ce que ce soit maintenant qu'on commence à regarder des vidéos comme ça, que j'espère que c'est pas la première que vous regardez. Enfin, j'espère que si c'est la première, tant mieux. Si c'est pas la première, j'imagine que vous avez déjà regardé des trucs sur le développement personnel et comprendre un petit peu que quand on est adulte, on reproduit finalement ce qu'on a vécu quand on était petit en fait. Donc si on a eu beaucoup de stress par des parents qui se bataillaient tout le temps, qui se disputaient tout le temps, et quand on va trouver un partenaire plus tard par exemple, on va toujours aller vers des partenaires avec qui on va batailler, tout ça. Donc on va reproduire le schéma parental en fait la plupart du temps.
Et donc, ça c'est une chose. Et puis après, sur les substances liées par rapport aux douleurs, à la souffrance et tout ça, par exemple, je fais beaucoup de mes tatouages, notamment celui de la main et de tout. J'en ai un énorme dans le dos. Enfin, j'ai beaucoup de tatouages que je me souviens, quand je les ai faits, c'était pour contrer la douleur psychologique. Parce que je souffrais tellement dans ma tête, en fait, j'en pouvais plus. Puis je voulais me suicider, j'en pouvais plus, c'était horrible, que du coup je me disais, je vais me faire un tatouage, au moins la douleur physique, j'aurai un truc sympa sur le corps, et puis comme ça, ça me fera le temps du tatouage, plus le temps de la cicatrisation, ça me fera oublier la douleur que j'avais, qui était tellement intense dans la tête. Et donc j'ai fait quand même pas mal de tatouages en fait en mode masochiste, en fait, pour avoir de la douleur physique et non pas mentale. Mais c'est la même, hein, parce que si vous vous infligez de la douleur physique, c'est parce que vous avez de la douleur mentale. Mais vous aspirez à que, enfin vous aspirez que en ayant la douleur physique, vous allez pouvoir quitter la douleur mentale, mais c'est lié, donc de toute façon ça part pas. Ça peut être que dissimulatoire, on va dire. Et au pire, vous avez l'intention, vous avez au meilleur, enfin vous avez comment on dit, l'impression que vous n'avez plus mal dans la tête de souffrance psychologique parce que vous avez mal à votre cicatrisation de tatouage, mais la douleur reste là. Donc tout ce temps-là, votre cerveau libère cette substance qui est liée à la douleur. Alors le nom, ça doit être, j'ai mal fait, j'ai pas regardé là avant, c'est pas grave, enfin dites-vous que c'est une de ces substances qui est liée à la douleur, elle a un nom, et je ne l'ai pas en tête comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises et de vous dire c'est ça alors que c'est pas celle-ci. Mais il suffit, je vous dis, de toute façon on s'en fiche du nom, quel que soit le nom, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que notre cerveau libère une substance liée à la douleur, et que plus il va la libérer à répétition, parce qu'on souffre souvent, après on est dépendant de cette substance. Donc si après vous changez votre vie comme moi, j'ai complètement radicalement changé ma vie, transformé, changé, évolué, vous appelez ça comme vous voulez, mais je me suis quitté toutes les toxicités qui m'empêchaient de vivre une vie meilleure, on va dire, et puis aussi qui influençaient à mes tentatives de suicide, à amplifier mes crises maniaques et tout ça, mais tout ce qui est toute drogue, alcool, tabac, toutes les toxiques en fait. Tabac c'était pas trop grave, mais le cannabis aussi ça amplifie, ça rend parano, ça fait rester chez soi, ou alors on n'est plus dans la conscience, on a un flou artistique ici, donc c'est des substances qui sont perturbatrices au niveau même endocrinien et tout ça. C'est pas juste je suis défoncée et il se passe rien, non, ça a des effets beaucoup plus importants sur le cerveau. Et donc du coup j'ai fait cette transformation, et sincèrement j'ai plus rien à éliminer, parce que là j'ai éliminé tout le toxique, je me fais plus de mal, tout ça, et puis je coupe mes rastas, ça y est, je me libère de ça, je coupe les rastas. Puis en fait ça faisait au moins 6 mois qu'elle me faisait vraiment très mal, parce qu'elle tenait, je sais pas si vous voyez, sur une racine. En fait je les avais joints à force parce qu'elles se deviennent plus fines, je les avais joints, donc j'avais une racine qui partait en 3 rastas, en fait 3 rastas, mais ça dedans ces 3 rastas, il y en a au moins 4 que j'ai enroulés ensemble. Vous voyez, là de toute façon elles partent comme ça, chacune en fourchette. Et donc du coup, vous imaginez que depuis, là ça fait au moins 2 ans que je suis avec une racine qui supporte le poids de tout ça. Plus là, j'ai quitté il n'y a pas longtemps, j'avais des extensions, je ne sais pas si vous avez vu dans les autres vidéos, j'avais des cheveux encore plus roses et tout ça, que j'attachais à ça en fait. Donc ça veut dire qu'une rasta, elle supportait le poids de tout ça, plus une vingtaine d'extensions. Donc en fait, je faisais vraiment du mal à mon cuir chevelu, et je me faisais du mal parce qu'à chaque fois que je faisais un chignon par exemple, des fois ça me tirait parce qu'il suffisait que le chignon bouge un petit peu, et ça imaginez une racine qui prenait tout le poids de ça, plus 20 autres, je les ai pas mises là, je les avais retirées avant, mais c'est énorme. Et donc du coup, imaginez, c'est là où mon petit cerveau, je fais tellement travailler pour être heureuse, avec tout ce que je me documente, pour m'informer sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien et tout ça, pour être bien. Et imaginez la base de la pensée, la base de tout, des nerfs, de tout quoi, tout est relié en fait. Donc là depuis à peu près depuis même plus quoi, j'avais des douleurs de dos
quand je me levais, j'avais comme la cage thoracique qui était comprimée. Je me levais comme ça en me disant, mais c'est pas possible. Donc je croyais que c'était le diagnostic d'autisme Asperger qui m'avait tellement travaillé de l'intérieur que je pensais que c'était ça en fait qui me donnait ces douleurs-là. Et j'ai jamais fait le rapprochement avec que ça pourrait être les Rasta. En fait, le fait que ça me tire tellement dans la tête, donc ça me tirait pas 24 heures sur 24, mais en fait, du coup, quand je les ai retirés, bah là, j'ai compris, en fait, inconsciemment, j'étais encore dépendante de la substance liée à la douleur. Et c'était de toute façon, c'est ce qu'ils disent les neurosciences. Hein, l'humain fera tout, n'importe quoi pour retrouver cette dose liée à la substance, cette dose de substance liée à la douleur. Si vous l'avez eu pendant longtemps et que d'un seul coup on vous dit soyez heureux maintenant, ben non, vous êtes tellement dépendant inconsciemment de cette substance-là que même si vous changez votre vie comme moi, et ben il y a quand même quelque chose dans votre vie que vous ne le voyez pas forcément, mais ça vous procure une douleur. Et en fait c'est inconscient, c'est juste pour reprendre la dose, tac, tac. Donc moi je l'avais à peu près 3-4 fois par jour, même des fois 5-6 fois. J'avais mal, j'étais obligée de retirer mon chignon, de me le refaire. Et d'une autre manière, ça me faisait vraiment mal, c'était horrible. À chaque fois que j'avais une douleur comme ça, ping, mon cerveau libérait cette substance liée à la douleur. Et donc du coup, c'était ma manière inconsciente de continuer de me shooter à la dose de douleur en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc c'est du masochisme, hein, parce que clairement, dans le sens où, le masochisme, c'est parce qu'on a tellement souffert avant qu'en fait, du coup, quand on a besoin de la dose de la substance liée à la douleur, qu'après on fait n'importe quoi pour reprendre une douleur. Donc il y a des gens qui sont vraiment maso à se faire de la lacération. Après il y a les sadomaso là avec les trucs, les pratiques sexuelles et tout ça. Donc on se fait vraiment beaucoup de mal. Moi, je me faisais du mal à moi-même avec ces rastas, là, c'était énorme. Et du coup, le fait de les retirer, j'ai vraiment tout de suite compris qu'en fait, j'avais besoin inconsciemment de cette dose de substance de la douleur. Et c'était ma manière de pouvoir récupérer la dose, puisque j'ai plus rien dans ma vie qui me fait souffrir. J'ai plus de relations toxiques avec des pervers narcissiques, j'ai plus les drogues, j'ai plus l'alcool, j'ai plus la dépression, avoir envie de me suicider tous les jours en me levant, et puis la journée, tout. Enfin, j'ai plus des trucs aussi pesants comme ça qui me faisaient vraiment un poids dans la vie. Et voilà. Et en fait, j'ai tellement été en souffrance que mon cerveau, il est habitué à cette souffrance. Il avait cette dose qu'il lançait à répétition de cette substance. Et d'un seul coup, c'est pas d'un seul coup que je change la vie, mais je transforme ma vie en l'espace de 5, 6, 7 ans. Oui, mais le cerveau, parce que dans les 7 ans où je transforme ma vie, mon frère s'est suicidé par exemple. Donc là, je me suis repris un shoot de la substance parce que bien entendu, même si mon frère, il a eu un comportement avec moi quand on était plus petit, incestueux, que j'arrive pas vraiment à me souvenir de ce qu'il a fait, mais j'aimais mon frère, quoi. Je veux dire, je lui ai pardonné, puis je sais que il était malade, quoi. Enfin, tout simplement, c'était pas le pire des malades, mais il avait un problème, quoi. Comme beaucoup de monde, comme moi, comme tout le monde en fait, hein, sauf que lui, c'était ça, je sais pas trop ce qu'il a fait en fait, mais bon, je sais qu'il a fait quelque chose, et puis il y a des choses je sais qu'il m'a fait, que c'était pas vraiment des comportements. Donc après, il y a des degrés, des niveaux, des échelles, et il n'était pas à 10 dans l'échelle de la gravité des faits. Je le situerais, mon frère, au niveau de la gravité de ses actes envers moi. Je pense qu'il était à 4, 3, 4, quelque chose comme ça. Donc, je dis 3, 4, peut-être que je minimise un petit peu quand même, parce que comme j'arrive pas à me souvenir de ce qu'il m'a fait, là, il y a surtout un épisode, du coup, je sais pas, peut-être que c'est 3, 4, mais ça pourrait être 6 ou 7, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pardonné mon frère, quoi qu'il ait pu faire, c'est parce qu'il était malade, tout simplement. Et en plus, on était petits, donc du coup, un enfant qui est malade petit et qui a des trucs incestueux avec sa petite sœur, c'est compliqué comment on dit, à peser, quoi, à échelonner dans une échelle de gravité comme ça. Donc, de toute façon, moi je vais pardonner à mon frère, mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair que quand il s'est suicidé, boum, je me suis pris une dose de souffrance parce que j'aimais mon frère, malgré tout ce qui a pu se passer, et j'ai été vraiment très affectée, bien entendu, quand il s'est suicidé. Donc, forcément, c'est pas. J'ai eu un internement en psychiatrie, donc c'est pas.
c'est pas je transforme ma vie ting, comme ça, non, ça m'a pris 7 ans, puis j'ai pas fini de la transformer ma vie. La preuve, j'ai encore coupé les rastas il y a pas longtemps. Je sais pas il doit me rester encore quelques trucs à déblayer que j'ai pas encore je le vois pas, et puis je me rendrai compte après en me disant mon Dieu, mais je me fais du mal à faire ça en fait. Là, j'ai pas l'impression que je me fais encore du mal parce que je fais vraiment attention à moi et j'essaie de plus du tout m'en faire. Donc, mais bon, peut-être qu'il y a encore quelque chose. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Je vous partage ça de la libération. Ça a été de me couper les rastas et puis de me rendre compte vraiment qu'en fait, je me cachais derrière ces rastas parce qu'en fait, elles étaient là, je pouvais les mettre là. Vous voyez ma tête comment elle change parce que du coup, je me cache la moitié du visage en fait. Je pouvais faire ça, je pouvais faire plein de trucs, je pouvais me les mettre comme ça. Enfin, je pouvais vraiment me transformer en fait. Je pouvais aussi les avoir derrière. Vous voyez, quand elles étaient derrière comme ça, personne ne les voyait. Donc du coup, j'avais la même tête que maintenant, sauf que je faisais ça et hop, elles passaient là. Donc du coup, j'avais vraiment des jeux vraiment multiples avec, et en plus, je pouvais changer les couleurs et tout ça. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment en fait de tomber un masque énorme auquel je m'étais identifiée aussi parce que je me souviens quand j'ai voulu me lancer entre guillemets dans une carrière de musique, je voulais me créer un style aussi quoi. J'avais déjà les Rasta, mais je me disais c'est bien un style comme ça Rasta, ça va plaire au public quoi. Donc j'étais allée à fond dans me créer. De toute façon, on a toujours un masque et on joue un rôle. Donc moi, je m'étais vraiment joué le rôle de je suis une Rasta girl multicolore et je me camouflais vraiment je me cachais en fait dans ça. J'avais l'impression de... Oui, c'est ça, quand j'ai retiré les Rastas, j'ai vraiment eu l'impression de retirer un masque et que ça y est, là, j'étais dénudée. J'étais moi quoi, et j'ai eu vraiment ce sentiment là des maîtres spirituels qui parlent. Donc derrière j'ai les cheveux comme ça, je sais pas si vous voyez. Bon, je ferai des trucs encore parce que moi d'avoir les cheveux normaux c'est pas mon truc, donc je garde le côté rasé et les machins. Mais donc ce que je voulais dire c'est que j'ai vraiment eu le sentiment quand j'ai regardé dans le miroir. Donc déjà j'ai pleuré et tout, hein, j'ai fait un lavage karmique là avec ce truc là parce qu'en fait vous imaginez que depuis 2008, alors il s'en est passé des choses depuis 2008, hein, je peux vous le dire. J'en ai eu de degrés de souffrance, tout ça c'était accumulé énergétiquement là-dedans parce que mes cheveux tombaient plus. Et en fait, c'est plein d'énergie ça en fait, ça soutient la base du crâne, la base de la pensée, de tout. Donc il y a tout quoi en fait là-dedans, c'est comme des veines en fait, c'est un truc de fou. Ça paraît pas, on dit c'est des cheveux morts, c'est des cheveux morts, non mais sauf que ces cheveux morts ils tiennent par une racine qui puise à la surface de là où tout part en fait, le cerveau quoi, donc le crâne quoi. Donc depuis 2008, donc du coup quand je les ai coupés, bien entendu j'ai pleuré, puis je me suis regardée dans le miroir et j'ai vraiment dans les yeux, pour la première fois, je me suis vue en fait, comme je vois les autres, parce que je lis les gens en fait, quand je regarde dans leurs yeux, mais même maintenant avec la méditation et tout, là c'est même plus qu'en regardant dans leurs yeux, des fois c'est même quand ils sont de dos, j'arrive à capter leur souffrance ou tout, enfin leurs énergies, leur aura, leur passé, leur trauma, tout. Médiumnique quoi à fond, et surtout je le demande en méditation que mes dons soient bien réveillés. Donc ça c'est un truc que je veux parce que j'avais vu que je l'avais, et ça je le demande bien à l'univers de bien me les donner à fond quoi. Parce que c'est hyper intéressant de pouvoir capter les gens, parce que tout le monde ment tellement sur soi-même déjà, et donc qui dit vrai dans l'histoire de ce qu'ils sont vraiment, de ce qu'ils paraissent, que c'est vraiment bien de pouvoir avoir ce don. Ça franchement, si vous pouvez le travailler, enfin moi personnellement je ne reviendrai pas en arrière parce que ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, et pas que sur des hommes, hein. Faut pas croire que ce sont que les hommes qui sont mal intentionnés, pas du tout, même des fois des femmes qui auraient pu me mettre dans des situations, dans des pays, quand je me retrouvais au Maroc ou n'importe où en fait, n'importe où en France aussi, hein, il y a des femmes mal intentionnées qui sont dirigées par des hommes souvent, enfin ça dépend, enfin de toute façon on va pas faire, je vais même pas repartir sur une réalité comme ça parce que je m'en suis complètement sortie, parce que justement mon don de l'intuition me permet vraiment de plus me remettre dans des réalités comme ça. C'est-à-dire que maintenant je les flaire à 500 mètres les trucs, et du coup j'y vais même pas quoi. C'est-à-dire que déjà ça vient plus à moi, et quand bien même ça viendra à moi, j'ai l'intuition directe mon nez se met et puis le cœur qui comme ça, puis direct je sens qu'il y a une bad vibe, je cherche même pas à comprendre si ce que je sens c'est vrai, c'est une parano, peut-être que oui, peut-être que non. Moi dès que mon cœur il fait comme ça, qui se met à accélérer, et puis que j'ai
Bah, en plus, si je fais un reading de la personne, que je vois que j'ai un pervers devant moi ou un pédophile ou je ne sais quoi, bah là direct, hein, je cherche même pas à savoir si j'ai mal jugé ou pas, parce que c'est pas un jugement, c'est une intuition en fait. D'ailleurs, c'est compliqué entre l'intuition d'être sûr que c'est une vraie intuition et que c'est pas justement un jugement d'apparence. On croit que c'est ça, avec c'est pas ça. Donc bref, donc du coup, je sais pas pourquoi je suis déviée encore là, c'est incroyable sur les dons et tout ça, enfin tout ça pour dire que du coup, ah oui voilà, donc du coup quand, ah oui c'est ça, bah, quand je me suis regardée dans le miroir, pour la première fois, j'ai pu me faire mon propre reading en fait. C'est-à-dire, je me suis vue dans mes yeux comme si c'était pas mes yeux en fait. Enfin, bien sûr, je savais que c'était mes yeux, mais j'ai eu le même sentiment que quand c'est les yeux de quelqu'un d'autre. Et puis bah, j'ai tout vu quoi. Et j'ai vu, j'ai tout, bah bien sûr en même temps je connais ce que j'ai vu puisque c'est ma vie. Mais ce que je veux dire c'est que je le voyais dans mes yeux, je le voyais pas dans mes souvenirs en fait. Je sais pas si vous comprenez la différence. Je l'ai vu dans mes yeux en fait, j'ai vu mon parcours et je me suis vue devant le miroir. Donc forcément là je me suis mise à pleurer parce qu'il y a un gros parcours hein, derrière pour arriver là où je suis. Et puis bah j'ai vraiment eu ce sentiment du je suis, tout court. Le I am là dont il parle, pas le groupe, hein, mais le je suis, quoi, le je suis de tous ces maîtres spirituels dont ils font référence dans le monde spirituel, que quand on médite suffisamment, un nombre d'heures, il y a un moment, on arrive du coup à une conscience de plus en plus élevée. On gravite dans les échelons de sa conscience en fait, parce qu'on commence, on élimine petit à petit les choses qui nous font du mal, on commence à voir vraiment que la conscience se réveille, et donc du coup on change notre vie tout simplement. Il y a un moment on pratique la pleine conscience, et puis il y a un moment, alors je dis pas que maintenant je suis tout court 24/24, mais je l'ai ressenti. J'avais peut-être déjà eu le ressenti, mais vraiment très flou. Lors de Vipassana par exemple, quand je médite 10 heures pendant 10 jours, mais c'était pas comme ça. Là vraiment le fait de tomber le masque comme ça de ces rastas auxquels je m'étais identifiée, et puis de me voir comme ça juste moi quoi, et là j'ai plus d'artifice quoi, c'est moi. Bon là je me suis un peu maquillée parce que sinon je fais très mec hein, quand même. Ça c'est le côté androgyne des Asperger et tout. Apparemment on est souvent multisexe, multitrans, multi-truc. On ne sait pas trop notre identité, et ça c'est clair et net. Moi je sais que je suis une femme entre guillemets, mais j'ai jamais vraiment compris ce truc de femme et d'homme. Je sais pas si je pense que il a pas fallu grand chose pour que je sois un garçon. En fait je pense que je suis un très beau garçon. C'est ce que je pense dans le corps d'une femme en fait. En fait c'est à dire que si j'étais un garçon je serais un très joli garçon, mais j'ai le corps comment on dit, les hormones tout d'une femme en fait. Donc du coup forcément j'ai pas de pénis tout ça. Donc du coup je sais bien que je suis une femme, mais je me vois plus garçon. Et d'ailleurs c'est pour ça, c'est Insta, ça me permettait vraiment, je me sentais beaucoup plus féminine quand j'étais comme ça que quand je suis comme ça. Quand je suis comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être un mec en fait. Hein. Donc ça c'est clair et net, ça ressort, ça fait, mais c'est moi en fait. C'est-à-dire que si c'est ma vraie essence, de toute façon c'est quoi ce truc là de hommes, des femmes, ils nous ont mis cet accord que nous on est des femmes parce qu'on a un utérus et les autres ils ont un pénis, c'est des hommes. Ça aurait pu être le contraire, hein. Donc du coup si c'était le contraire je serais un homme. Hein. Donc voilà, donc je suis pas obligée de donner mon accord à ceux qu'on appelle les trucs en fait, hein. Hommes, femmes, tout ça, c'est des accords qu'on met, on n'en sait rien. De toute façon ils nous ont mis des mots à tous les trucs, on n'en sait rien du tout finalement, mais bon, soi-disant je suis une femme, alors bon, mais là c'est clair que franchement même vous n'allez pas me dire hein, que là faut pas me mentir que je fais hyper masculine quand même. Hein. Donc voilà, et je l'assume dans le sens où j'ai pas trop le choix parce que je me vois pas avoir des cheveux longs normaux, c'est soit des rastas ou soit, enfin on verra bien, mais bon voilà. Donc la prise de conscience de ce je suis, et ben il a quand même fallu que je me libère de ce poids là, cette souffrance qui me tirait et de ces années de souffrance attachée à ces rastas, et de me libérer de ça et de me retrouver dénudée complètement, et puis de voir que finalement tout ce parcours pour arriver là où je suis, j'ai dû me donner beaucoup d'amour pour récupérer tout cet amour, amour propre en fait, hein, cette auto-estime que j'avais plus à cause de tous les viols et tout ça.
j'ai dû travailler sur mon propre amour, donc j'ai dû me donner beaucoup d'amour. Puis j'ai travaillé sur la substitution de pensée qui, dès que le mental venait me dire t'es moche, t'es laide, t'es grosse, je sais pas ce qu'il me dit, t'es bête, t'es stupide, regarde, t'es débile. J'avais plein de voix qui me disaient des choses mauvaises sur moi en fait. Et donc du coup je contrais, depuis que j'ai voulu être heureuse, j'ai vu qu'il fallait faire les contre-esprits, quoi. Donc dès que le mental vient et qu'il nous embête avec les phrases négatives, il faut contrer direct, puis il faut dire je m'aime, je t'aime, je m'aime, tu es intelligente, enfin je suis intelligente, je suis belle, donc c'est pas je suis belle, comme ça, mais bon, faut mieux quoi, que je me dise que je suis belle ou que je suis moche et que je me mette la corde autour du cou comme mon frère. Non, donc je pense qu'on est tous beaux, on est tellement détruits, tellement tous que on se trouve pas beau, on se trouve moche, on se trouve bête, parce qu'on nous a tellement écrasés, puis on nous l'a dit aussi. Moi, on m'a dit j'avais des grandes dents, que j'avais des gencives comme ça, que je sais pas quoi, que j'avais une gueule de guenon. On m'a dit plein de trucs, hein, vraiment terribles. On m'a dit, c'est dans le livre, si vous voulez savoir comment on m'a appelé toute ma jeunesse par des noms vraiment très dévalorisants. Donc forcément, si on s'identifie à ça, c'est compliqué de se sentir beau là dans l'histoire ou belle. Hein. Donc voilà. Donc du coup voilà, quand j'ai tombé le masque de la Rasta là et que je me suis retrouvée face à moi-même avec cette masculinité, mais qu'en même temps je m'aimais devant le miroir, c'est-à-dire que j'avais pas envie de laisser mon mental qui me disait regarde t'étais tellement mieux avec tes Rasta et tout ça, et c'était fait quoi, et puis je tombais le masque et mon mental il venait un petit peu me titiller, mais en fait il avait, c'est-à-dire ça, j'entendais même pas sa voix en fait au mental, il susurrait un truc de loin qui était super loin, j'entendais même pas ce qu'il disait en fait. Tellement il a plus de poids, il peut plus m'avoir ce mental quoi, il peut plus me dire que je suis moche, que je suis bête et que je vaux rien et que je mérite que de me suicider. J'ai envie de pleurer là parce que je sais que c'est le cas de tellement de personnes qui entendent ces voix et que c'est pas vous n'êtes pas ces voix. En fait, c'est clair et net. Et du coup, c'est clair, quand je me regarde comme ça et que je l'entends, il est là, mais il a plus d'impact, comment on dit, d'emprise. Il a plus d'emprise sur moi. Donc du coup, il est effacé, quoi. Il y a un moment, quand on domine ce mental, il y a un moment, les pensées peuvent toujours être là, mais l'auto-sabotage, il y a un moment, le mental qui sabote. Ça, on arrive à le vaincre, hein. Ça c'est clair et net, mais pour le vaincre, il faut en être conscient et il faut substituer. Donc du coup, j'ai vraiment eu ce truc de je suis, et puis de me voir et de voir la lumière, l'amour, parce que je me suis tellement donné de l'amour, je suis un être lumineux, dans le sens où j'ai vaincu toute cette obscurité. Alors j'ai pas fini, mais j'ai quand même fait un parcours énorme, et du coup je voyais tout ça dans le miroir et je pleurais avec moi-même, et c'était tellement beau. Je souhaite à tellement de personnes de vivre, parce que c'est ça le truc dans l'histoire, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont des rastas, et en fait je sais pas si se sont auto-détruits autant que moi, et du coup quand ils coupent leur rasta, peut-être que du coup ils n'ont pas eu autant de masochisme derrière dans l'histoire, et du coup ils les ont peut-être pas gardés justement les rastas si ça leur tirait la tête, et ils les coupent au moment où ça commence à leur tirer peut-être. Mais moi je les ai tellement gardés avec cette dose de substance là que je voulais pour retrouver la substance liée à la douleur en fait. Je les ai tellement gardés qu'elles me tiraient comme ça, que quand je les ai coupés, j'ai vraiment eu cette expérience, comment on appelle ça, c'est une expérience divine quoi, une expérience de sacré quoi. C'était pas juste je coupe mes rastas, je change de style quoi, comme beaucoup quoi. Je me suis coupé les rastas parce que ça me saoulait, parce que et ils se coupent les rastas, je sais même pas s'ils se regardent dans le miroir ou si, mais vite fait comme ça, puis ils ont certainement leur mental peut-être en mode auto-sabotage ou pas, où ils sont contents, ils se sentent libérés, mais il n'y a pas cette connexion comme ça avec le je suis, le pure essence même, création divine, pur amour, pure lumière. De toute façon, c'est c'est ma vie maintenant depuis que je pratique cette pleine conscience. Là, je suis en train de vraiment. Alors, j'ai encore entendu quelque chose tout à l'heure qui disait celui qui cherche l'illumination, ou qui cherche quoi que ce soit d'ailleurs, qui cherche même le bonheur, on est mal parti. Parce que moi, je l'ai cherché bien le bonheur. D'ailleurs, je sais pas s'il faut croire tout ce qu'on entend, parce que quand même, la personne qui dit ça, celui qui cherche tout, dit, c'est l'ego en fait, c'est l'ego, et du coup, il l'aura jamais.
Et ben moi je le voulais le bonheur et je suis en train de l'avoir, hein, je peux vous le dire. Hein, et je l'ai cherché, je l'ai voulu et du coup pour le vouloir, je l'ai cherché parce que je ne connaissais pas le bonheur, je l'avais pas dans ma vie et du coup il a bien fallu que je cherche comment atteindre le bonheur. Donc c'est peut-être pas chercher le bonheur même, mais si c'est ça, hein, on va pas passer par 50 chemins. Donc celui qui dit là le livre que j'ai entendu, il parlait beaucoup de Jésus et tout ça. Donc bon moi j'ai un peu de mal avec tout ça. Pourtant c'est pas que j'adore Jésus, hein, pas du tout. Avant j'aimais pas, il me faisait peur et tout. J'ai rien contre Jésus, j'ai rien contre Dieu. Je crois qu'il y a c'est tellement une évidence, mais je sais pas comment l'appeler. Donc du coup après moi les livres qui disent toutes les 2 secondes Jésus, 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 Dieu, 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 Dieu. Bon moi il faut quand même rappeler que je viens d'une éducation où j'ai pas du tout, que je croyais pas du tout en Dieu et tout ça. Donc maintenant j'ai aucun doute sur la puissance créatrice. D'ailleurs, dans mes mantras, je cite pas Jésus, hein, je suis en train de me dire ça parce que je vais le citer, parce qu'on sait jamais si c'est vraiment vrai cette histoire. On sait pas en fait. Hein. Je sais pas quand même, il y a quand même un truc avec Jésus, quoi. Donc peut-être que c'est vraiment vrai, quoi. Enfin, moi je pense que si c'est vraiment vrai, de toute façon, c'est un homme comme moi, hein, ou comme vous. Je veux dire, c'est un homme qui avait des super pouvoirs comme vous, comme moi d'ailleurs, comme nous tous. C'est juste que lui les avait bien réveillés, comme moi, comme vous, pas encore, mais certainement bientôt, si vous voulez, et qui avait des pouvoirs de guérison, mais des pouvoirs, ça paraît tout de suite des pouvoirs abracadabra, mais c'est ça en fait, on est des super-héros, on peut guérir, on peut déjà se guérir soi-même, et quand on se guérit soi-même, on peut guérir les autres après. Donc voilà, donc c'était vraiment important pour moi de parler de ça, du masochisme, de comment on peut se faire du mal physiquement, parce qu'on souffre tellement intérieurement dans notre tête, on cherche la douleur physique, et puis même, comme je vous dis, là, même après maintes libérations de divers trucs à éliminer de ma vie, et là, à être sur vraiment, à être dans le bonheur, quoi, ça y est, je veux dire, là, j'ai plus d'épisodes suicidaires comme ça, de trucs comme ça, et j'avais quand même les doses de... Mon cerveau était dépendant à cette dose, et il n'y a pas à dire, quoi, et là, je m'en suis vraiment rendu compte en me disant, t'étais encore malade, quoi. t'étais pas tant soigné que ça, quoi. Donc bon, je vais quand même bien observer ma vie, à regarder s'il n'y a pas encore un truc ou deux là que je suis en train de garder et que ça me fait du mal, mais je ne pense pas. Je pense que c'était vraiment le dernier truc. Après j'ai encore les piercings aux oreilles parce que du coup quand j'ai quitté mes rastas, ça m'a vraiment fait penser à mes oreilles. En fait j'ai des piercings et du coup quand je dors, il y a pendant des années, j'ai fait tous mes piercings à mes 18 ans et vraiment, mais ça me faisait tellement mal quand je posais ma tête pour dormir en fait. Et j'étais habituée à ça en fait, j'étais tellement habituée, forcément je me shootais à la dose de substance pour anesthésier la douleur, là, pour se prendre le shoot, mais c'était inconscient. Et c'est qu'en 2015, avec mon petit ami d'Ibiza, là, qu'il m'a dit, mais il m'a frôlé l'oreille et j'ai fait... Comme ça, j'avais trop mal et il m'a dit mais qu'est-ce que t'as et tout, et j'ai dit rien, j'ai rien en fait, qu'est-ce que t'as, rien. Et il a regardé, il m'a dit mais t'as rien, mais faut que tu t'enlèves tes trucs là, si c'est ça qui te fait mal comme ça et tout. Et en fait le fait qu'il me dise ça, c'est ça qui te fait mal. Je me suis rendu compte en fait que oui, c'était ça qui me faisait mal. Et puis c'était même, je me suis rendu compte que ça me faisait mal à un point énorme. C'est-à-dire c'était tous les jours. Dès que par exemple, je sais pas, par exemple quand j'enlevais mon pull et que je frottais mon oreille, je me prenais un shoot à chaque fois de douleur quoi. Donc, et en fait quand j'ai retiré mes rastas, j'ai vraiment repensé à ça. Je suis restée de mes 18 ans, donc c'était en année 2000 jusqu'à 2015, 15 ans, à avoir cette douleur dans l'oreille par la faute entre guillemets d'une dame complètement inconsciente en Irlande qui m'a percé l'oreille. Elle m'a fait l'équivalent de 6 piercings au pistolet, un par un, tac, 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 et ça c'est interdit hein, par la loi, on n'a pas le droit de faire ça. Je ne savais pas et elle l'a fait. Et donc vous imaginez quand je suis sortie du perceur, l'oreille que j'avais dans l'état qu'elle devait être enflée, puis j'avais l'impression d'avoir un œuf ici là qui me chauffait la tête et c'était horrible. Et bon, la douleur bien sûr c'est parti un peu, mais j'ai toujours eu très mal à cette oreille parce que c'est le cartilage ici et que voilà. Donc j'en ai gardé quand même quelques-uns, des piercings, pas tous. Et puis maintenant, par exemple, s'il y en a un qui me fait mal pour dormir, je l'enlève avant de dormir. En fait, je veux plus sentir. Mais malgré, je dis ça, mais il y a encore un mois, je les enlevais pas. Et il y a encore un mois, je dormais encore sur quelques piercings, mais pas autant qu'en 2015 quand mon copain m'a dit qu'il fallait que je les retire.
et que là je me suis rendu compte vraiment de la folie que c'était d'avoir cette douleur permanente comme ça. Donc ça c'est vraiment du masochisme, mais c'est normal parce que quand on nous a fait tellement de mal et qu'on a tellement été abusé de tous les côtés, bah, on a besoin de cette substance-là. Donc c'est vraiment pour cette vidéo-là, c'est vraiment pour les masochistes et pour les gens qui souffrent tout simplement et qui verront dans le titre, hein, je vais l'écrire direct, masochiste et je ne sais quoi, que nous sommes ceux qui avons besoin de cette dose-là. C'est pas que vous êtes maso pour être maso en fait, c'est pas que ça vous plaît en fait d'être maso, c'est inconscient, c'est votre cerveau qui a besoin de la dose en fait. Et ça c'est hyper important de le savoir parce que du coup, je pense que c'est le premier pas à la libération. Parce que sincèrement, le masochisme, on n'en parle pas dans le bonheur. Hein. Enfin, moi, de tout ce que je peux écouter, dans le chemin spirituel pour arriver au bonheur, j'ai jamais entendu parler que le masochisme, ça amenait au bonheur. Hein. Donc, en gros, si on veut être heureux, il faut se libérer du masochisme. De toute façon, c'est clair et net, hein, que si on veut être heureux, il faut se libérer de tout. il faut pouvoir être nu. Là, moi, je suis artificielle encore, là, avec mes trucs style et tout, mais je veux dire, il faut pouvoir, quand je retire ça, il faut que je sois bien avec moi-même. Il ne faut pas que j'ai besoin de mes artifices. Bah, déjà, là, avec la tête rasée et tout, là, je suis moi, déjà, c'est clair, quoi. Je veux dire, mais je veux dire, on a quand même, de toute façon, on n'est pas dans une société où on est tous tout nus, donc on est bien obligé de s'habiller. Après, bon, bah, si on peut être stylé, enfin, moi, j'adore la mode et tout, donc, bah, j'aime bien être stylé, donc ça, c'est encore autre chose. Bah, mais c'est le but du chemin spirituel ou de la libération de la souffrance, quoi. Il faut se libérer de toutes nos addictions et ne plus être dépendant de rien et ne plus non plus être dépendant de ce masque qu'on se met, comme moi, les Rastas, je suis la Rasta Girl, je suis ceci, je suis cela, et c'est devoir avoir besoin de ça pour s'identifier et se sentir bien, en fait. On doit pouvoir porter les masques et toujours être conscient qu'on porte des masques. C'est hyper important de garder ça en tête, hein, qu'on est des acteurs. Hein. Donc après, on choisit quel rôle on veut avoir. Voilà. Bah, je crois que c'était une belle fin pour finir cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.